Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition, une édition placée sous le signe de la culture. En voici les principaux titres. La programmation estivale de la Direction des Affaires culturelles vient d'être dévoilée. Rencontre entre les lycéens de Monaco et les auteurs retenus dans le cadre du coup de cœur des lycéens. À la Galerie L'Entrepôt, l'exposition Après Marx, avril. Et notre invité de la semaine sera l'écrivain Jean-Marie Roire. Le premier rendez-vous aura lieu dès ce week-end. La saison estivale de la Direction des Affaires culturelles vient d'être dévoilée, du Forum des artistes au Théâtre du Fort-Antoine, en passant bien évidemment par le Festival d'Orgue. Patricia Navarro lève le voile sur toute cette programmation. Proposer une offre complémentaire à celle des grandes entités culturelles de Monaco, c'est toute l'ambition de la programmation estivale que vient de présenter la Direction des Affaires culturelles. Cette année encore, elle s'articulera autour du théâtre et d'un instrument hors norme, l'orgue. Le théâtre tout d'abord, avec la 48e édition du Théâtre du Fort-Antoine. Pas de fil rouge cette année, mais une volonté farouche d'initier chez les spectateurs une double réflexion sur le monde qui nous entoure et sur nous-mêmes. Faire du théâtre, en tout cas, c'est défendre quelque chose. C'est un genre on appelle ça une façon de dire aux gens, d'informer les gens, peut-être les réveiller, de les bousculer un petit peu, par ces pièces, de créer ou d'essayer de trouver quelque chose pour que les gens puissent se prendre conscience de ce qui se passe. Alors, c'est un peu en parallèle avec la société, mais tout le temps. Mais le théâtre fait partie intégrante de la société contemporaine. Donc c'est vrai que cette année, il y a beaucoup de pièces qui, par le biais d'un auteur, nous racontent peut-être que des choses qu'il faudrait peut-être intégrer ou peut-être réfléchir. Cette année, grand changement, les pièces du Fort-Antoine ne seront plus jouées le lundi, mais le mardi, et une exceptionnellement sera donnée le jeudi 12 juillet. Le Festival international d'orgue, quant à lui, se déroulera du 21 juin au 19 août. Pour sa 13e édition, il ouvrira ses portes à de jeunes talents et des musiciens confirmés, ainsi qu'à un comédien. Un voyage intergalactique sera même proposé le 1er juillet. C'est le premier concert du mois de juillet. Nous accueillons Ignacio Ribas, qui est l'organiste de la Principauté d'Andorre. Il est compositeur, il va nous proposer une de ses dernières œuvres, dans une expérience un petit peu intergalactique, avec des projections du cosmos, des images qui viendront de la NASA. En même temps qu'il jouera l'orgue de la cathédrale, sera diffusé dans les enceintes de la cathédrale un autre enregistrement de l'orgue de la cathédrale de Cologne. Alors Ignacio Ribas l'a enregistré il y a quelque temps. Et donc les deux musiques vont se superposer et le public sera complètement immergé dans un bain de musique inédit. Et cette année, le Théâtre du Fort-Antoine et le Festival international d'orgue proposeront un spectacle de plus chacun par rapport aux précédentes éditions. Mais avant cela, rendez-vous vous est donné ce week-end avec les artistes monégasques pour le Forum des artistes à l'Auditorium Régnier 3. Suite de notre série de reportages consacrés au fameux coup de cœur des lycéens proposé par la Fondation Prince-Pierre. Mercredi matin, plusieurs élèves ont eu la chance de rencontrer et de parler directement avec les auteurs des livres qui ont été lus au cours de l'année. Christine Datomel. Les discussions allaient bon train ce matin au lycée technique et hôtelier de Monaco. Autour des tables, des élèves et des écrivains. En effet, les lycéens ont pu rencontrer les auteurs des ouvrages qu'ils ont sélectionnés pour le coup de cœur des lycéens. Ils m'ont cuisiné avec des questions très pertinentes comme d'habitude. Il n'y a pas trop de différence, c'est ce que je leur expliquais avec le public adulte. Voilà, donc c'est toujours très gratifiant, plein d'énergie. Comment on trouve l'inspiration, pourquoi telle scène, pourquoi tel choix artistique, tel choix narratif, voilà, et puis des choses, on n'a pas beaucoup de temps, 20 minutes, mais qui dépassent le livre. Moi j'ai bien parlé de ce qu'il y a autour aussi, de la vie artistique. On voit en fait vraiment l'intention qu'il y a derrière le livre et ça peut peut-être nous faire changer d'avis même sur notre décision finale, je pense. Ça m'a apporté beaucoup de choses quand même, mais ça m'a fait plaisir de rencontrer l'auteur. Pour moi, quand on a une vision différente du livre après les avoir rencontrés. Ils nous expliquent d'une part leur ressenti, leur façon d'écrire. Et toutes ces petites choses sont très intéressantes. On se sent accompagné et reçu et accueilli, comme je disais, déjà par des jeunes lecteurs, nos futurs qui vont grandir comme lecteurs en même temps que nous on grandit comme auteurs. Donc c'est d'autant plus important pour des premiers romans.
et des esprits complètement libres, pas du tout formatés par les coteries du monde littéraire, etc. Donc dans le cadre d'un prix, c'est d'autant plus magique. Et plus généralement, rencontrer des lycéens, ça redonne une espèce d'énergie, de stimulation. L'idée que oui, les jeunes lisent, oui, c'est extrêmement émouvant, extrêmement important bien sûr. 5 auteurs au total sont en lice pour ce prix, le coup de cœur des lycéens, décerné chaque année au mois d'octobre à Monaco par la Fondation Prince-Pierre. De l'art à présent avec cette nouvelle exposition proposée au cœur de la galerie L'Entrepôt. Elle s'intitule Après Marx, Avril. 3 artistes sont à l'honneur, leurs œuvres sont à découvrir jusqu'au 10 juillet. Et en attendant, découverte signée Christine Datomel. 3 hommes pour qui le poids des mots fait œuvre. Entre approches sociales et politiques, c'est sous différentes dimensions artistiques que les mots prennent vie. Des mots qui représentent aujourd'hui et demain une exposition qui met en lumière le choc des mots. Tout mot, toute parole a un sens qui dépasse totalement ce qui a été dit ou ce qui a été écrit. C'est-à-dire que chacun va pouvoir l'interpréter avec sa propre idéologie, ses propres valeurs. Les mots, ce sont une chose centrale dans ma vision du monde. Et en ce cas, les artistes ont travaillé sur les mots en donnant aux mots une physicité. La forza delle parole è quella di, in qualche modo... La force des mots sous n'importe quelle forme colle à une image. Elle permet d'imaginer, de créer. C'est un équilibre avec l'image. On allie alors la parole à l'image. Le mot permet de donner une signification à l'image. La parola aggiunge del significato all'immagine. Mon travail a commencé il y a 7 ou 8 ans. Il a toujours été lié à la parole. La parole est protagoniste et elle permet de créer des liens politiques et sociaux. Plongez au cœur des mots et retrouvez Après Marx, Avril, à la galerie L'Entrepôt jusqu'au 10 juillet. Voilà donc pour cette exposition. Place à présent à vos brèves. Mardi soir se tenait la traditionnelle assemblée générale annuelle de l'Association des consuls honoraires de Monaco. L'occasion pour son président, Mustapha El Sol, de présenter le bilan des activités et des comptes. De nombreuses personnalités de la principauté étaient présentes, dont le ministre d'État, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les nanas de Niki de Saint-Phal et plus largement son œuvre étaient au cœur d'une conférence mardi soir à la Maison de France, un événement animé par le professeur Christian Loubet, spécialiste en histoire de l'art. Niki de Saint-Phal était une artiste plasticienne franco-américaine connue pour son engagement politique et féministe. Son histoire a captivé l'audience de la Maison de France. Direction le Monte Carlo Country Club, où une manifestation placée sous le signe de la gastronomie de luxe était organisée. Elle visait notamment à favoriser les liens entre l'île Maurice et la principauté de Monaco. Écoutons à ce sujet l'organisateur Luc Raffard. Cet événement est le retour d'un événement que nous avons fait au mois de novembre, où nous sommes allés à Maurice. J'avais regardé un peu où c'est que nous pouvions trouver la gastronomie de luxe à Maurice, dans les meilleurs endroits. Nous l'avons fait donc dans 3 endroits. Maintenant, on peut faire connaître la cuisine mauricienne. Donc pour cela, c'est les 3 chefs qui étaient là-bas à Maurice et qui ont reçu les chefs d'ici, qui sont venus. Dernière chose, c'est que comme venait la grande chef, qui est une des plus grandes chefs donc, qui existe, puisqu'elle a travaillé donc, avec M. Loiseau, elle a travaillé en Angleterre, elle a travaillé un peu partout, et elle est responsable maintenant à Maurice de 7 ou 8 grands hôtels donc pour la pâtisserie, donc de venir et profiter de cela pour les enfants. Comme promis au début de cette édition, nous allons retrouver notre invité de la semaine. Il s'agit de l'écrivain Jean-Marie Rouard, membre notamment du conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre. Vous allez savoir pourquoi il était en principauté dans une petite poignée de secondes. Jean-Marie Rouard, merci de nous accorder ces minutes sur Monaco Info. Vous êtes notre invité de la semaine, car justement la semaine a été marquée pour vous par cette conférence que vous donniez au cœur de l'hôtel Hermitage avec la Monaco Méditerranée Foundation, de la tragédie des Russes blancs à Jean d'Ormesson. Alors toute première question, comment s'est fait justement le choix de cette thématique ?
Eh bien écoutez, elle s'imposait. C'est vrai? Puisque, comme vous le savez peut-être, j'étais très ami de Jean d'Ormesson. Ça a été une très ancienne amitié, puisque nous sommes connus pendant 50 ans. Et nous avons énormément ri ensemble, en plus de notre passion réciproque pour la littérature, qui est sûrement ce qui nous a unis. Je crois que c'est à travers cette passion que nous sommes appréciés, aimés, que s'est nouée cette amitié formidable. Et comme en même temps, il y a un livre de moi qui paraît aux éditions Gallimard, qui s'appelle La vérité sur la comtesse Berdaïev, eh bien, j'ai décidé de lier les deux, parce que parler de Jean d'Ormesson, c'est parler de littérature, parler de mon livre, c'est aussi parler de littérature, et donc c'est donc de parler également de Jean d'Ormesson. Voilà, il est inséparable, il sera partout où je parlerai désormais de littérature. Et vous savez, je continue à avoir un dialogue avec lui. C'est très curieux parce que nous avons été si liés, si étroitement liés, que sa disparition, bien sûr, ça a été pour moi un choc terrible, parce que c'était un interlocuteur merveilleux qui savait élever les choses. Vous savez, très souvent dans la vie, on trouve la vie très prosaïque, très ennuyeuse, parce que les gens ont des centres d'intérêt, parfois, peut-être pas à Monaco, mais en tout cas ailleurs, eh bien, des centres d'intérêt qui sont un peu ennuyeux, qui n'ont pas de noblesse, qui ne s'élèvent pas. Et avec Jean d'Ormesson, en permanence, il y avait une forme d'élévation, je dirais même de spiritualité, mais de spiritualité gaie. Voilà. Il y avait beaucoup de gaieté et beaucoup d'élévation. C'est vrai qu'on se souvient et de son élégance et de son sourire, aussi, quand on se remémore son visage. Est-ce qu'il y a justement aussi peut-être une œuvre, un livre qui vous ont particulièrement marqué de Jean d'Ormesson ? Vous savez, moi, j'ai lu bien sûr tous ses livres, et depuis très longtemps, puisque moi, je l'ai connu au moment de ses premiers livres, Un amour pour rien, Les illusions de la mer. Et je veux dire, il y a bien sûr le très grand livre de Jean d'Ormesson, qui est Au plaisir de Dieu, mais il y a aussi ce livre que j'aime beaucoup, qu'il a écrit sur Chateaubriand, Mon dernier rêve sera pour vous, qui est une sorte d'autobiographie en creux de Jean d'Ormesson lui-même. Je crois qu'il s'est identifié à Chateaubriand, cet homme entre deux mondes. Et lui aussi était un homme entre deux mondes, entre le monde de la tradition, le monde du passé, et en même temps ce monde de la méritocratie, dans lequel, ce monde républicain, dans lequel il s'est illustré et où il a montré autant de talent et de lumière. Et en même temps, vous savez, je crois qu'avec sa disparition, c'est la fin d'un monde. C'est vrai. Il y a un monde qui disparaît. L'hommage qu'on lui a rendu, il me semble, par son intensité, qui a été rendue aussi bien par le président de la République, mais aussi par l'opinion. Emmanuel Macron. Oui. Par l'opinion, je crois que les gens se sont aperçus qu'avec Jean d'Ormesson, c'était quelque chose qui dépassait Jean d'Ormesson, qui disparaissait. C'était la littérature, une forme de littérature, d'humanisme, et en même temps ce raffinement de toute une société qui n'avait plus sa place dans cette mondialisation féroce qui nous a envahis. Alors là, il est question de Jean d'Ormesson. Et ces Russes blancs vous ont toujours fasciné également ? Oui, ça fait très longtemps que je m'intéresse à cette question des Russes blancs, puisque j'avais écrit une pièce de théâtre sur Gorky, qui avait été joué à l'Espace Cardin avec Roger Planchon et Marie-Christine Barrault. Et donc, c'était le débat de Gorky pour son retour en URSS. J'avais moi-même rencontré Nina Berberova, que j'avais interviewée. Et cette question, vous savez, de la division Vlasov, de ces gens qui s'étaient engagés pour essayer de rejoindre la Russie au moment de l'occupation allemande, à chaque fois, j'ai trouvé dans les Russes blancs une sorte de caricature, si vous voulez, des souffrances que peuvent éprouver aussi bien qu'on peut appeler les rapatriés d'Algérie, qui ont quitté leur pays. Voilà. Et cette souffrance des Russes blancs, cette dignité qu'ils ont montrée dans un monde hostile, et pour s'adapter et pour rester digne, eh bien, j'ai voulu le montrer à travers un personnage
Évidemment, il y a un peu une provocation, parce que c'est une femme un peu légère, c'est une courtisane, une femme qui est une comtesse, fille d'une princesse, mais en même temps, elle a eu, c'est vrai, elle a une vie un peu légère. Eh bien, j'ai voulu montrer qu'elle avait une très grande dignité et que le message qu'elle portait la dépassait. C'était vraiment, et à travers elle, j'ai voulu rendre hommage à Sirius Blanc, dont certains, et on l'oublie trop, ce sont comme Boris Vildé ou Anatole Levinsky, eh bien, se sont sacrifiés pour la France. Ils ont été fusillés au Mont-Valérien. Vous qui êtes académicien, écrivain, est-ce que vos jeunes années ont peut-être été bercées par des écrivains russes? Je pense à Tolstoï ou à Tchekhov, par exemple. Oh, vous savez, moi j'ai baigné dans Tolstoï. Moi, c'était un écrivain que je crois que j'ai tout lu de Tolstoï, mais plusieurs fois. Anna Karénine, j'ai dû lire Anna Karénine 5 fois. C'est vrai. Oui, j'ai lu un livre qui est moins connu, mais qui est aussi important, de Tolstoï, qui s'appelle Résurrection. Mais aussi la sonate à Kreutzer, la mort d'Ivan Ilitch. Si vous voulez, j'ai vraiment une passion pour Tolstoï, parce que c'est un écrivain immense. Et en même temps, j'aime bien l'âme russe, parce qu'il y a quelque chose d'irrationnel dans l'âme russe, quelque chose d'un peu fou, quelque chose qui fascine les Français, parce que les Français ont tendance à être plus rationnels. Voilà. Et donc, cette âme russe me plaît énormément, et la littérature russe, que ce soit celle de Tourgueniev ou de Tchekhov, me plaît vraiment infiniment. Mais enfin, vous savez, j'aime toutes les littératures. Oui, j'imagine. Voilà, j'aime toutes les littératures, je n'ai pas. Mais c'est vrai que Tolstoï me paraît être un écrivain, et peut-être plus Tolstoï que Dostoïevski. J'ai plus de mal à habiter les personnages de Dostoïevski. Alors, une toute dernière question. Vous faites partie du conseil littéraire de la Fondation Prince Pierre. Vous avez été lauréat en 1991, me semble-t-il. Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, a assisté à votre conférence au cœur de l'hôtel Hermitage. Quel regard portez-vous sur le travail et les actions de cette fondation, justement? Ah ben écoutez, c'est formidable. J'ai été très honoré de faire partie de ce jury qui est présidé par la princesse de Hanovre. Et je dois dire, elle est absolument sensationnelle. Parce que vous savez, on peut imaginer qu'une princesse verrait les choses de manière un peu lointaine. Pas du tout. Elle lit énormément. Je vous fais une confidence, elle lit plus que moi. C'est vrai. Elle a un très bon jugement littéraire. Je ne sais pas si elle avait voté pour moi à l'époque où j'ai eu le prix. Néanmoins, je lui reconnais un excellent jugement littéraire et une très vaste culture. Ça, c'est formidable. Non, c'est un plaisir. Et en plus, elle a beaucoup d'humour. Moi, vous savez, c'est quelque chose auquel je suis très attaché, c'est l'humour, une certaine distance vis-à-vis des choses. Donc, moi, je suis très heureux, très flatté de faire partie de cette fondation Prince Pierre. Jean-Marie Rouard, merci beaucoup. Merci. Voilà pour cet entretien avec l'académicien Jean-Marie Rouard. Place à présent à vos prévisions météo. Jeudi, temps toujours maussade pour la saison avec des orages dans le courant de la journée. Le thermomètre affichera 17 degrés dans la matinée et 21 degrés dans l'après-midi. Vendredi, il n'y aura pas d'amélioration du temps, mais les températures remonteront progressivement pour atteindre les 23 degrés au plus chaud de la journée. Pour ce début de week-end, arrêt temporaire des précipitations. Le temps restera largement couvert, samedi comme dimanche. Les températures seront agréables. Lundi, nous débuterons cette nouvelle semaine avec un risque d'orage. Mardi, le soleil devrait être finalement de retour. Il était question il y a quelques minutes avec notre invité de la semaine des grands auteurs russes, de Tchekhov à Tolstoï en passant par Dostoïevski. Eh bien, restez sur Monaco Info car vous avez justement rendez-vous avec un nouveau magazine, création en cours, dédié à la pièce L'idiot de Dostoïevski. À très bientôt.